C'est évidemment une question difficile, évidemment aussi une question capitale. En ce qui me concerne, je ne crois pas que la bonne méthode d'entrer dans l'ésotérisme, ou plus exactement que la méthode unique ou la méthode essentielle d'entrer dans l'ésotérisme parte des documents que nous donne le passé et que cette pénétration se produise de proche en proche. C'est ce que j'appellerais plutôt cela de la critique externe. Je veux dire par là que dans la mesure où le passé ne nous fournit que des données en pointillés, extrêmement disparates, qui ont été déformées bien entendu par l'histoire, par le temps qui est passé, qui s'est écoulé, nous nous trouvons en présence d'une masse extrêmement hétérogène et qui, par conséquent, est extrêmement difficile à réunifier par un acte de synthèse de la pensée humaine actuelle. Naturellement, je ne nie pas l'importance capitale de ces documents, et surtout de certains d'entre eux, qui nous ont été transmis sous une forme invariable, plutôt invariante, qui n'a pas changé depuis le début des temps. Autant les symboles, par exemple, peuvent avoir été, dans une très large mesure, recouverts de gloses historiques, qui, sans en dénaturer le sens, en rendent, comment dirais-je, le décapage difficile, autant nous avons d'autres données de la tradition qui, elles, apparaissent comme à l'état net, immédiatement, d'emblée, ayant traversé le temps sans variation aucune, et ce sont les idéogrammes. J'ai beaucoup insisté dans mon livre, notamment sur deux idéogrammes, l'arbre des séphirotes et les hexagrammes du Viking. Mais ce que je veux dire ici, c'est que, indépendamment de ces données de l'histoire ou de la tradition, de ces fournitures que nous offrent les anciennes civilisations, je crois que le véritable message à décrypter, c'est au fond, comme dirait McLuhan quand il s'intéresse aux mass médias, le véritable message, c'est le médium lui-même, c'est-à-dire le processus par lequel notre conscience va arriver à cette sorte de reconstitution illuminative du sens que possèdent justement ces documents. En d'autres termes, le véritable ésotérisme n'est pas seulement, je dis bien seulement, je ne nie pas par conséquent que c'est utile, n'est pas seulement le recensement des documents du passé. Il n'est pas seulement l'étude érudite ou compréhensive de ces documents. Il est essentiellement l'étude des problèmes de notre conscience actuelle dans ses attaches avec tout le processus qui l'a fait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. En d'autres termes, on peut penser que la révélation, puisqu'il s'agit de révélation primordiale, ou la tradition primordiale, a été donnée à l'humanité d'une façon globale, c'est certain. Mais à un moment où cette humanité, dans l'enfance, ne pouvait la recevoir que d'une façon confuse. Il n'y avait pas, si vous voulez, l'individu tel que nous le connaissons aujourd'hui, muni de sa conscience claire et distincte, muni de sa raison raisonnante, n'existait pas. Et on s'accorde aujourd'hui à penser que l'humanité ancienne, en tant qu'égrégore, en tant que grand corps collectif, était douée de pouvoirs de compréhension qui procédaient plutôt par globalité d'une sorte de clairaudience. Il y avait une sorte de participation, beaucoup plus qu'une sorte de compréhension. Les limites, si vous voulez, individuelles étaient plus ou moins effacées, ou plus ou moins confuses. Et il s'est passé par conséquent un processus d'individuation. Il s'est passé une évolution de la conscience individuelle, dans le sens d'une sorte de non pas de rétrécissement, mais d'intégration individuelle. Les consciences ont suivi un processus de séparation, par conséquent. Et c'est au fond ceci qui marque le début de l'Occident en tant que période autonome de l'histoire. Qu'est-ce qui marque le début de l'Occident? C'est l'arrivée de la conscience individuelle, disant « je me suffis à moi-même ». C'est l'ère de Descartes, si vous voulez. Je fais table rase des anciennes connaissances, et à partir de maintenant, je n'accepte pour vrai que ce que je peux tenir pour évident dans ma propre compréhension claire et distincte. Ce processus d'individuation a donc conduit à la raison telle que nous l'avons connue à partir de la Renaissance, à partir du XVIe et du XVIIe siècle, et au rationalisme par conséquent qui n'est que l'exaspération, l'excroissance cancéreuse de cette raison. Voilà le processus, et c'est ça qui est important. Car maintenant, nous assistons à un renversement complet. Et cette raison individualiste, cette raison rationaliste, cette raison raisonnante, se trouve débordée de toutes parts, de par son expérience même. C'est la crise de la physique, c'est la crise de la connaissance d'une façon générale. Et il se passe ceci, c'est que le véritable processus de compréhension aujourd'hui ne part pas de documents isolés. Il part d'une conception philosophique et métaphysique globale, d'une conception d'ensemble. En d'autres termes, on ne doit pas aujourd'hui bâtir la maison comme on peut le croire la plupart des savants depuis l'ère classique, c'est-à-dire par pièces et morceaux, s'emboîtant les uns dans les autres progressivement. On ne fait pas un plan qui comporte ici une salle, ici une fenêtre, là un escalier, etc.
on commence à bâtir la maison par le toit. C'est-à-dire que finalement, on prend une conception d'ensemble, et que c'est dans cette conception d'ensemble qui va éclairer, par en dessus, par survol, les différents documents dont nous parlons. Je mets au défi quiconque aujourd'hui de comprendre le I Ching, par exemple, l'idéogramme chinois qui est peut-être le plus ancien document de l'humanité, et dont nous sommes certains qu'il nous est arrivé dans un état d'intégrité totale, sans absolument aucune variation, addition ni soustraction. Je mets au défi quiconque de le comprendre, sans une conception métaphysique d'ensemble préalable. Toutes les études sur le I Ching qu'on peut lire n'expliquent rien, c'est de la critique purement externe. On s'occupe de l'authenticité des textes, on s'occupe de leur histoire, on s'occupe de gloser sur les différentes modifications, additions, stratifications, sédimentations qui ont pu s'ajouter au cours des temps à ces interprétations. En vérité, en fait, on fait, je le répète, de l'histoire, on fait de l'érudition. On ne prend pas réellement le chemin de la critique interne qui seule peut authentifier et dévoiler le sens. Alors, je répète ma formule, le véritable message aujourd'hui de l'ésotérisme, c'est en fait le dévoilement du médium qui nous permet de pénétrer ce message. C'est-à-dire le dévoilement, au fond, de la philosophie de la conscience. L'ésotérisme, en fait, cherche une philosophie de la conscience. C'est ainsi qu'il est à contre-courant, parce qu'il est bien évident que tout l'enseignement universitaire d'aujourd'hui est centré sur des philosophies du concept, qui deviennent d'ailleurs profondément scolastiques aujourd'hui, et par conséquent parfaitement inefficaces. Le problème aujourd'hui pour l'ésotérisme, c'est de rénover la philosophie de la conscience. Vous posez la question clé, bien entendu. Il faut apporter quand même, avant de répondre directement à votre question, il faut que j'apporte préalablement tout de même quelques distinctions, tout au moins dans le vocabulaire. Je précise ma pensée de tout à l'heure, ne craignez rien, je reviendrai tout de suite à votre question. Je précise ma pensée en disant que l'ancienne connaissance que nous pouvions avoir de la tradition était à base mystique, c'est-à-dire qui correspondait à cette sorte de participation dont j'ai parlé. La nouvelle conception que nous pouvons avoir, l'essai de compréhension en tout cas que nous voulons avoir de la tradition est à base gnostique, c'est-à-dire que c'est une connaissance claire et distincte, il n'y a pas de doute. Donc j'oppose gnose et mystique. Cette distinction d'ailleurs est parfaitement traditionnelle elle aussi, vous la retrouvez même chez les pères de l'Église et chez les gnostiques des premiers siècles, n'est-ce pas, quand ils opposaient la gnose et la foi. Cela pour dire que cette gnose, par conséquent, dont nous parlons, cette nouvelle gnose dont nous parlons, est quelque chose d'absolument inédit, tout de même. Elle n'a rien à voir, tout au moins, elle est peut-être le prolongement, mais elle n'est pas quand même la conséquence de ce qu'on a appelé historiquement les gnoses, notamment les gnoses chrétiennes du début du siècle. Elle n'est même pas la conséquence de la gnose cathare. C'est une attitude d'esprit qui, sur le plan métaphysique, a une parenté évidente avec ces différentes gnoses, mais qui néanmoins est tout à fait nouvelle. Et par conséquent, là, nous assistons en effet à quelque chose, un phénomène de conscience tout à fait neuf, n'est-ce pas ? Et je dois même dire qui, du point de vue occidental, s'oppose très nettement à ce que nous connaissons des méthodes actuelles de l'Orient. Car évidemment, quant aux méthodes du passé, nous sommes incapables de dire si, dans les anciennes civilisations perdues, atlantéennes ou autres, on n'était pas arrivé à un degré de conscience comme aujourd'hui. Cela, nous ne pouvons pas le savoir, bien entendu pas. Mais le problème clé que vous avez posé, c'est en fait le rapport qui existe entre cette gnose à créer, donc qui commence à balbutier, et la science classique, la science utilitaire qui a fait en fait la force de l'Occident. Mais là, il ne faut pas évidemment qu'il y ait de confusion. Il est bien évident que, selon moi, il peut y avoir une certaine convergence quant aux résultats. Vous avez parlé du code génétique tout à l'heure, qui est une découverte moderne, qui n'est pas d'ailleurs complètement achevée. Il est évident pour moi qu'il y a convergence entre les découvertes actuelles du code génétique et les enseignements du I Ching. Les 64 hexagrammes du I Ching sont structurellement, en apparence en tout cas, parfaitement identiques aux 64 codons du code génétique. Les 4 bases nucléiques dont les permutations constituent la double spirale de l'ADN ressemblent étonnamment quant à la structure, aux exclusions et au rapport en tout cas qu'elles nous entre elles, 2 à 2, par exclusion ou par combinaison, aux 4 bases du I Ching, qui sont le jeune Yin, le vieux Yin, le jeune Yang et le vieux Yang. C'est exactement la même constitution. Les codons sont à base de triplés, les codons du code génétique. Les hexagrammes du I Ching sont des sextuplés. Il y a donc là, incontestablement, des parentés de structure qui me font dire, dans la mesure où le I Ching apparaît plus compliqué, les hexagrammes du I Ching étant des sextuplés apparaissent plus compliqués que les triplés du code génétique, qui me font dire que le code génétique n'a pas encore révélé totalement sa finesse, et que vraisemblablement le I Ching pourrait servir d'hypothèse inductrice
pour permettre aux chercheurs du code génétique de préciser dans leurs expériences ou dans leurs investigations, dans leurs observations, pour affiner en quelque sorte leurs expériences. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc il y a là convergence peut-être des résultats, et incontestablement, la tradition me paraît pouvoir jouer un rôle inducteur, au point de vue heuristique, au point de vue de la recherche et de la découverte. Cela ne veut absolument pas dire qu'il y a communauté de méthodes. Alors là, il y a une irréductibilité totale entre les méthodes, j'appellerais de l'ésotérisme, même que le mot ne me convienne pas du tout, et les méthodes de la science officielle. Mais il n'empêche que ces méthodes de l'ésotérisme, dans la mesure où elles sont épistémologiquement dominées par une philosophie sérieuse, et elles le deviennent de plus en plus, permettent là aussi d'ouvrir à la science positive, à la science efficace de nos savants, permettent là aussi d'ouvrir des voies, des chemins tout à fait inducteurs. Il n'est pas exclu par conséquent qu'il y ait à la fois convergence des résultats, et s'il ne peut pas y avoir convergence des méthodes, il peut néanmoins y avoir, pour la compréhension de l'épistémologie des sciences, des ouvertures remarquables fournies par les méthodes de l'ésotérisme, par la philosophie de l'ésotérisme. Car il y a une philosophie de l'ésotérisme, il y a une métaphysique de l'ésotérisme. Et pourquoi est-ce que je dis de l'ésotérisme? C'est en trop. Comprenez-vous? Parce qu'en fait, il y a une philosophie, il y a une métaphysique, et c'est tout. Je suis entièrement d'accord avec vous. Cela m'amène à me situer effectivement par rapport à ce qu'on appelle la tradition pure, vous venez d'employer le mot, et que personne ne peut d'ailleurs définir. Car parler de tradition pure, au nom de quoi? Au nom de quelle autorité? Au nom de quel texte, n'est-ce pas? Au nom même de quelle tradition? Alors cela, c'est du guénonisme, n'est-ce pas? Il est certain que Guénon qui a été un homme capital au cours du premier demi-siècle que nous venons de vivre, n'est-ce pas? Guénon a créé effectivement cette idée d'une dogmatique traditionnelle. Et je dois dire que cette idée a terrorisé incontestablement beaucoup de ses lecteurs qui sont devenus des suiveurs, n'est-ce pas? Il y a eu une sorte là de répétition un peu psittaciste, il faut le dire, enfin de pure et simple répétition, de terrorisme intellectuel qui a un peu régné. Et je salue comme un signe des temps, n'est-ce pas, une sorte de changement radical qui se produit dans ce domaine. Il est certain, par exemple, que voilà une revue, tenez, les Cahiers de l'Homme-Esprit, dirigé par Robert Amadou, n'est-ce pas, que vous connaissez probablement bien. Il en est à son numéro 3, et ce numéro 3 est consacré à Guénon. Et j'ai lu avec beaucoup de satisfaction, et un peu de surprise d'ailleurs, mais une surprise heureuse, que Guénon était mis en question sur le plan justement de sa conception dogmatique de la tradition, de cette conception figée, n'est-ce pas? Il a formulé incontestablement, et heureusement d'ailleurs, il a joué un rôle d'épurateur tout à fait positif, il a donc formulé une sorte de métaphysique générale de la tradition. D'accord. Il a fixé le vocabulaire, mais il est incontestable qu'on commence aujourd'hui à se ressaisir, et tout en reconnaissant le caractère extrêmement précieux de son action, car dans le fatras, n'est-ce pas, qui encombrait l'ésotérisme à la fin du XIXe siècle, il était évident qu'il fallait faire des coupes sombres, il fallait évidemment procéder à un lavage général, n'est-ce pas, bien entendu. Il l'a fait. Et en ce sens, il a joué un rôle extrêmement positif. Mais il est incontestable aussi qu'il a commis beaucoup d'erreurs d'interprétation, qu'il a forcé le sens de certaines choses. Et on commence aujourd'hui, avec beaucoup de liberté d'esprit, à se ressaisir et à considérer en effet qu'il ne faut pas confondre quand même toutes ces stratifications historiques, toutes ces gloses, toutes ces scories, bien entendu, qui sont venues s'accumuler sur les textes traditionnels, qu'on comprend mal d'ailleurs, n'est-ce pas? Il ne faut pas confondre ces créations humaines avec le véritable noyau de la tradition, car ces créations historiques ne sont que des créations relatives, et qui relèvent simplement des vicissitudes du moment, n'est-ce pas, et quelquefois des superstitions du moment. Il est bien évident par conséquent qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de tradition pure, c'est extrêmement difficile, c'est un abus de langage selon moi. Et cette tradition, il faut aujourd'hui la dévoiler de l'intérieur par une critique interne et non pas par une critique externe. Or, la critique interne, vous ne pouvez pas la faire sans un instrument philosophique, sans un instrument métaphysique. Vous comprenez? Or, la métaphysique dont se réclame Guénon n'est souvent qu'une métaphysique très apparente. Les ouvrages de Guénon comme la Grande Triade, tenez par exemple. Eh bien, il y a une érudition fantastique dans un ouvrage comme celui-là. Je suis obligé de reconnaître qu'il n'y a aucune consistance métaphysique à côté de cela. Alors, naturellement, quand on porte des affirmations aussi nettes, n'est-ce pas, sur un certain nombre de problèmes, encore faut-il, en effet, remplacer ce vide par un plein. Vous avez parfaitement raison. Et c'est là qu'on trouve, en effet, ésotérisme ou pas. Car au fond, nous débordons l'ésotérisme en ce moment-ci. L'ésotérisme considéré comme une simple érudition, comme un simple appareil doctrinal, n'est-ce pas? S'il ne se transforme pas en une métaphysique, il cesse d'être quelque chose de consistant. Alors la question clé, est-ce que l'aboutissement actuel de nos philosophies de la conscience nous permet d'affirmer nous avons l'instrument de pénétration métaphysique
qui va permettre d'éclairer la tradition, qui va permettre d'éclairer les textes traditionnels. Est-ce que nous allons pouvoir comprendre le Viking? Est-ce que nous allons pouvoir comprendre l'arbre des séphirotes? Est-ce que nous allons pouvoir comprendre certains textes hindous qui, jusqu'ici, réduits à leurs lettres, sont des textes secs que nous ne comprenons pas, des textes trop secs, n'est-ce pas, qui ont provoqué un certain littéralisme qui a en fait, finalement, il faut bien le dire, un peu tué, n'est-ce pas, la vigueur de la spiritualité hindoue. La Gnose de Princeton est un livre capital, c'est certain, c'est un signe des temps, c'est pas douteux. Et je regrette pour ma part qu'il soit quand même encore très insuffisant, n'est-ce pas? On aurait pu faire beaucoup mieux dans ce domaine, car les savants américains, malgré tout, sont un peu victimes de leur absence de base philosophique, voyez-vous. Ils ne dominent pas leur sujet. Néanmoins, il est certain qu'à l'heure actuelle, nous avons, depuis 50 ans, et surtout maintenant, depuis les années 60, nous connaissons une mutation complète au point de vue épistémologie scientifique. C'est pas douteux. Cette mutation peut se résumer d'une façon extrêmement simple. Nous sortons de la physique galiléenne ou newtonienne des systèmes clos, la physique de Descartes, si vous voulez. Nous en sortons brusquement au bénéfice d'une physique des systèmes ouverts. Il faut peut-être expliquer ce dont il s'agit. La physique des systèmes clos de Descartes, elle repose sur le discours de la méthode. On considère que les phénomènes sont des phénomènes isolables, qu'on peut répéter, qui sont essentiellement répétitifs, sont des phénomènes qu'on peut reproduire par conséquent en laboratoire d'une façon absolument rigoureuse, et qu'on peut en tirer des lois aussi fixes que possible. Donc on isole, on considère qu'on peut isoler un phénomène. Qu'on peut isoler un phénomène et que ce phénomène est par conséquent indépendant. C'est une pure superstition, c'est bien évident, c'est une pure convention, ce n'est pas arbitraire, mais c'est conventionnel. Ça a pu durer aussi longtemps que la physique a pu rester quantitative, c'est-à-dire dans le domaine de la matière ou les domaines de l'énergie. On s'est aperçu, depuis la relativité, et surtout depuis la mécanique quantique, que ce n'était plus possible, que les phénomènes n'étaient plus en réalité réductibles à un nombre fini de variables ou de paramètres, comme le voulait Descartes. La méthode de Descartes s'articule essentiellement, comment dirais-je, sur cette sorte de règles, de préceptes, faire des dénombrements entiers. Ça veut dire qu'un phénomène doit obéir à très peu de variables ou à très peu de paramètres. Par exemple, pression, vitesse, par exemple, température, etc. Des choses comme ça, mesurables, quantifiables. Or, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a beaucoup de phénomènes qui échappent à ces prises du laboratoire et qui ne sont pas répétitifs. C'est ce qu'on appelle les phénomènes fluctuants aujourd'hui. Parce que ce sont des phénomènes dont les influences cosmiques ne sont pas dénombrables, justement. On a pu rendre efficace la physique cartésienne ou galiléenne ou newtonienne parce qu'on a fait une simplification considérable. Tenez, je prends l'exemple du coup de canon, qui est un exemple classique. Eh bien, évidemment, on sait à peu près à quoi correspond un coup de canon. On connaît l'inclinaison du tube, on connaît la charge de l'explosif. On connaît évidemment, ou on intègre en tout cas quelques autres fluctuations, mais enfin, des fluctuations quantitativement faciles à évaluer. Et un coup de canon peut être calculé, il y a des tables de tir. Mais il est bien évident, et vous le savez, que les tables de tir, qui permettent de connaître à peu près la direction, la portée du tir, et par conséquent la trajectoire de l'obus, ne sont pas rigoureusement vérifiées par l'expérience, puisque en effet, sur un coup de canon, on sait qu'on aboutit à une certaine dispersion. L'obus ne tombe pas exactement sur l'objectif qu'on a calculé. Il y a ce qu'on appelle une fourchette de tir. Autrement dit, l'obus tombe dans une zone voisine, mais il ne tombe pas forcément dessus, d'où la notion de probabilité. Et pourquoi ne tombe-t-il pas dessus? Parce qu'il y a un certain nombre de causes, un certain nombre de variables, un certain nombre de paramètres qu'on n'a pas intégrés dans les tables de tir. Ne serait-ce que, par exemple, disons l'attraction de la Lune, par exemple. On ne tient pas compte de l'attraction de la Lune. On tient compte, bien entendu, de l'attraction de la Terre, n'est-ce pas, du coefficient de G de la pesanteur. On ne s'occupe pas dans les tables de tir de savoir s'il faut corriger par l'attraction de la Lune ou l'attraction du Soleil, c'est bien évident. Pourquoi? Ce sont des infiniment petits. Or, il arrive actuellement que ce sont justement les infiniment petits qui sont importants. Et toute la relativité d'Einstein a fichu par terre la physique newtonienne. En partant, elle ne l'a pas nié, elle l'a intégré et complété, elle l'a corrigé. Elle a donc complété les lois de la physique newtonienne par des choses extrêmement importantes qui tiennent au fait qu'elle a introduit des infiniment petits dont Newton ne tenait pas compte. Mais c'est ça qu'on appelle des phénomènes fluctuants. Ces phénomènes fluctuants obéissent par conséquent à une physique tout à fait différente. On ne peut plus, si vous voulez, considérer que les phénomènes sont indépendants et isolables dans un système clos. On s'aperçoit qu'en réalité, le moindre phénomène obéit à une sorte d'interdépendance universelle. Et l'interdépendance universelle, on ne peut pas dénombrer les paramètres. Par conséquent, la méthode de Descartes fait faillite. On ne peut pas procéder à des dénombrements complets, ce que Descartes appelait des dénombrements entiers. Mais cette crise de la physique, qui remonte au début du siècle, se confirme tous les jours, à tel point que les physiciens aujourd'hui, les physiciens sérieux, vous disent
la physique ne repose plus sur la fixité des lois, elle repose sur la violation des lois. Ce qui intéresse le physicien, c'est que la loi soit violée. Nous en arrivons par conséquent à cette notion que les systèmes clos éclatent de toutes parts et que le monde n'obéit pas à cette sorte de, de connaissance progressive de proche en proche par intégration successive de variables bien connues, bien dénombrables, bien vérifiables, bien quantifiables. On arrive à cette conception d'un seul coup que le monde fait un bloc et que par conséquent il faut travailler dans un tout. Et la physique classique disait on ne peut pas raisonner sur le tout. Aujourd'hui, si, on commence à se dire il faut s'arranger pour que nous considérions le monde comme un système ouvert, interdépendant, global, et par conséquent que les échanges d'énergie et les échanges de matière, conservatifs, faciles à mesurer, aujourd'hui, nous échappent complètement au bénéfice des échanges d'informations et des échanges de pensées. Le monde cesse d'être une machine, si vous voulez, il devient un cerveau. C'est ça qui est extraordinaire. Or, la science moderne se trouve en présence aujourd'hui de faits absolument extraordinaires, où vous avez, je prends là le fameux paradoxe dont on a parlé de Einstein, Podolsky, Rosen, que le physicien vu a mis en évidence. Vous avez deux photons qui résultent du choc de deux électrons, d'un électron et d'un positron. Ce choc provoque deux photons qui s'en vont dans des directions perpendiculaires, avec des phases par conséquent entièrement différentes. Ça va à l'infini. Vous agissez après ce choc, j'entends bien, sur la phase d'un des photons, l'autre réagit comme son jumeau à l'infini par lui aussi une différence de phase, alors que selon la physique classique, ils sont entièrement indépendants. On dirait que l'un et l'autre sont liés par une sorte de pensée commune et que par conséquent, ils réagissent ensemble, alors que, selon la physique classique, la nouvelle action est tout à fait successive et qu'elle est arrivée après et que par conséquent, elle paraît absolument tout à fait indépendante du deuxième photon qui est parti dans une direction perpendiculaire. Bien ça, la physique de la relativité en rend compte sous une forme paradoxale. En tout cas, c'est une énigme qu'elle a été obligée de se poser. Et nous assistons aujourd'hui à ce fait que le monde n'étant plus considéré comme une machine, mais comme un cerveau, les notions d'échange dans le temps deviennent absolument différentes. Le temps cesse d'être un temps successif et devient un temps réversible ou un temps instantané. Les problèmes de simultanéité, par conséquent, prennent une importance capitale que la physique classique ne pouvait que nier. Elle ne voulait pas parler de simultanéité. Elle parlait de causes et d'effets successifs. Elle introduisait le déterminisme comme une suite de causes et d'effets, bien entendu, qu'on pouvait dénombrer, qu'on pouvait isoler, là aussi. Le deuxième principe de la thermodynamique, le principe de Carnot, est complètement nié aujourd'hui au bénéfice de l'entropie négative. Vous le savez, n'est-ce pas? Je n'entre pas dans les détails, ce serait trop compliqué. Mais pour revenir à la gnose de Princeton, c'est la prise de conscience de l'interdépendance universelle qui est à la base de tout ça. Et ce que je regrette justement dans ce livre, c'est que cette base philosophique, cette notion ce postulat de l'interdépendance universelle n'y figure pas, car c'est toute la physique cartésienne qui se trouve balayée d'un seul coup, intégrée, conservée, mais dépassée. Et je dirais qu'il est absolument extraordinaire, et je le dirai en passant d'ailleurs, car c'est une constatation douloureuse que nous sommes obligés de faire, nous Français, que nous avons en France des physiciens les plus avancés, qu'on n'en parle pas. Vous comprenez? Nous avons un homme comme Kostad Borgar, par exemple, qui depuis maintenant une vingtaine d'années est bien plus avancé que les gens de Princeton, en ce sens que lui a le courage de parler de la réversibilité du temps. Vous comprenez? Que pour lui maintenant les problèmes de simultanéité l'emportent de bien loin sur les problèmes de succession. Voilà un homme qui a fait des conférences dans des congrès de parapsychologie avec un courage étonnant. Un homme comme Kostad Borgar a été contraint, parce qu'il est un physicien officiel, de publier sous pseudonyme, sous une forme d'ailleurs humoristique, avec un pseudonyme humoristique, un article historique, il y a 3 mois, dans la revue de Métapsychique, où il considère que les phénomènes de parapsychologie, qui sont absolument certains, n'est-ce pas, qui sont absolument aujourd'hui, comment dirais-je, irrécusables. Il y a trop de phénomènes de télépathie, il y a trop de phénomènes de télékinésie qui ont été réellement vérifiés d'une façon absolument sérieuse, sans fraude possible, par des expérimentateurs au-dessus de tout soupçon, et dont les méthodes sont irréfutables. Eh bien, cet homme vient de publier un article historique dans la revue Métapsychique, qui est l'organe de l'Institut Métapsychique International, français, qui n'a aucun moyen, malheureusement, qui est pauvre. Cet article-là, d'une 20aine de pages, déclare la théorie qui nous manque pour expliquer les phénomènes de parapsychologie, les phénomènes de télépathie, notamment de perception extrasensorielle. Car il est bien évident qu'on ne peut pas se contenter d'expérimentation si on n'a pas une théorie. Or, malheureusement, il faut bien le reconnaître, la parapsychologie reste encore dans l'enfance, dans une enfance relative, parce qu'elle n'a pas réussi à dégager une théorie d'explication qui permette de faire des hypothèses et d'organiser les expériences dans un sens déterminé qui permette de les développer.
Bien, cette théorie, dit Costa de Borga, on va la voir. Par quoi? On va la voir par la mécanique quantique. Et avec l'autorité d'un physicien qui en est fait un grand spécialiste de la mécanique quantique, il vient d'écrire cet article extraordinaire, n'est-ce pas, qui est une date historique. Retenez cette date de ce numéro de l'Institut métapsychique. Pour la première fois, un physicien qui est une autorité mondiale, n'est-ce pas, bien qu'il soit peut-être pas aussi connu aux États-Unis qu'il devrait l'être, vous apporte un commencement de théorie, de théorisation, et c'est capital, dans un ordre de phénomènes qui, jusqu'ici, est resté au stade de la pure et simple expérimentation banale, empirique. Et ceci, en plus, avec une sorte d'acte de contrition, car voilà un homme qui n'hésite pas à vous dire publiquement devant 1000 personnes il y a un mois ou il y a un mois et demi, au début de février, dans un congrès de parapsychologie, j'ai eu gravement tort il y a 20 ans, quand, conformément aux préjugés de ma caste de professeurs d'université français, ou autres d'ailleurs américains aussi, j'ai nié la réalité des phénomènes de télépathie. Alors nous assistons effectivement donc par conséquent à un revirement de la méthode scientifique. On passe, je le répète, d'une méthode de système clos à une méthode de systèmes ouverts. Mais il y a deux choses qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que ce n'est pas tout cuit. Je veux dire par là que ce n'est pas fini. Je veux dire par là qu'il y a un très gros effort à faire, et non seulement, comment dirais-je, un effort matériel, mais un effort spirituel, un effort intellectuel, pour bien comprendre ce dont il s'agit. Car cette méthode des systèmes ouverts, appliquée par les savants, elle va nécessairement, ils ne peuvent pas faire autrement, procéder de proche en proche. On va passer de systèmes ouverts en systèmes ouverts. Il y a en Amérique certains chercheurs, un certain Evans notamment, qui a créé le mot d'assergie. Mais le mot assergie, par opposition à énergie, introduit la notion de qualité de l'entropie. C'est une notion qui était impensable il y a encore 10 ans, n'est-ce pas? Bon, nous sommes là par conséquent, au premier point dont je veux vous parler, sur lequel je veux insister, dire que les savants ont encore une conversion supplémentaire à faire. Il ne faut pas traiter simplement la physique des systèmes ouverts de proche en proche, dans la diachronie, dans la succession des temps. Bien que expérimentalement on ne puisse pas faire autre chose. Mais il y a quand même un pas à faire, qui est la conversion métaphysique et qui est la conversion spirituelle. Oui, c'est là que les métaphysiciens les attendent, vous comprenez? Alors c'est là, il faut bien se rendre compte qu'entre la science et la métaphysique, il y a évidemment, comment dirais-je, une sorte de fossé ou d'abîme au-dessus duquel le savant peut sauter à pieds joints. Mais je dis bien sauter. Autrement dit, il n'y a pas continuité entre l'expérience scientifique et l'expérience métaphysique. Ce qui n'empêche pas que le savant peut se transformer en métaphysicien, c'est bien évident, n'est-ce pas? Je ne lui refuse pas ce droit à la conversion. Et je m'explique. Il est évident que lorsqu'on parle de construire la maison par le toit, il s'agit d'une activité intellectuelle et spirituelle à la fois. Et c'est là que la notion d'initiation, qui est la notion clé de l'ésotérisme, trouve sa véritable définition. On parle de l'initiation, bien entendu, d'une façon vulgaire, un peu partout, n'est-ce pas? On en parle avec facilité. Bon. Et je dois dire que Guénon est là, est gravement responsable d'une sorte de conception technicienne de l'initiation, de conception figée, un peu trop, n'est-ce pas, réduite à la formule ou au rite, sans activité intérieure. C'est autre chose. C'est autre chose. Ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation transcendantale est une activité de la conscience, une activité particulière de la conscience, qui déborde de toutes parts l'activité naturelle de la conscience. En d'autres termes, l'ésotérisme, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a tendance à le considérer essentiellement comme un corps de doctrine, alors que c'est aussi une activité vécue, une activité existentielle, une activité spirituelle. Séparer l'ésotérisme doctrinal de l'ésotérisme vécu, c'est évidemment une hérésie complète, c'est un péché contre l'esprit. Dans la mesure où vous prétendez désocculter l'ésotérisme, vous avez tendance à croire ou à laisser croire qu'il s'agit de passer d'une formulation à une autre, enfin de trouver une formulation purement intellectuelle de l'ésotérisme, par conséquent de rester sur un plan doctrinal. Ce n'est pas ça du tout. Il est bien évident que si la désoccultation se bornait à faire un discours plus ou moins clair, aussi clair que possible, et qui reste un discours, un simple discours, ce serait quelque chose d'utile, bien entendu, d'utile du point de vue scientifique, mais qui, du point de vue existentiel et du point de vue de cette mutation du cerveau dont vous parliez, serait inopérant. Car le cerveau ne peut pas muter progressivement. Quand on parle de mutation, il y a un saut, il y a une rupture qualitative. Je suis persuadé, alors c'est une hypothèse que je fais, bien entendu, je suis persuadé que la mutation dont vous parlez, avec juste raison, puisqu'il y a des zones du cerveau qui sont inutilisées, de larges zones qui sont inutilisées, résultera d'une activité spirituelle, d'une activité qu'on peut appeler transcendantale de la conscience.
Et là, véritablement, n'est-ce pas, nous sortons de l'ésotérisme pour arriver réellement dans l'activité vécue. Ou plus exactement, c'est là que l'ésotérisme doit être débordé. Il faut avoir le courage de le dire. Et c'est pour ça que j'ai parlé de fin de l'ésotérisme. Nous avons vécu, depuis Descartes, toujours, car c'est là la naissance de l'Occident, la période où l'Occident devient autonome, faisant table rase de ses acquis grecs et hébraïques. Nous avons vécu dans le règne de la conscience naturelle. Mais il y a un philosophe, et ça a coïncidé avec la grande crise de l'épistémologie occidentale au début du XXe siècle, il y a un philosophe qui s'appelle Husserl, qui ne doit rien à l'ésotérisme d'ailleurs, et ça, je pense que c'est heureux de ce point de vue-là, n'est-ce pas, qui a fait passer la conscience du stade de conscience naturelle au stade de la conscience transcendantale, et qui a évidemment écrit là-dessus des livres de philosophie, des livres de métaphysique. On peut discuter de sa méthode, et j'en discute. Il n'empêche que c'est une date historique, en ce sens que la méditation transcendantale est une méditation d'un type tout à fait nouveau. Ce n'est pas une méditation logico-déductive, au sens où nous sommes habitués à travailler avec notre raison raisonnante, classique, notre raison naturelle depuis Descartes. C'est une activité illuminative. Et c'est assez extraordinaire à ce point qu'un homme comme Husserl n'a pas hésité à dire, peu de temps avant sa mort, que sa philosophie, qu'il a appelée la phénoménologie, était une communauté gnostique. Il a trouvé le mot. Alors que je vous prie de croire que Husserl ne s'est jamais intéressé aux gnostiques historiques, et pas davantage d'ailleurs aux enseignements de la tradition orientale. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il avait en effet l'impression d'avoir touché au cœur de ce qu'il faut appeler la connaissance. La connaissance, vous ne la définirez pas par un discours logique, ce n'est pas possible. La connaissance, vous ne pouvez la définir qu'en la vivant. Et vous êtes obligé de récuser à ce point de vue-là toute distinction dualiste entre la pensée et la vie. Il y a, dans ce numéro de la revue d'Amadou, il y a un article de mon ami Jacques Mazui qui me dit qu'en parlant de désoccultation de la tradition, j'aboutis à un discours et que par conséquent je sors du plan de la vie pour entrer simplement sur le plan de la pensée. C'est assez curieux de penser que la pensée ne fait pas partie de la vie. La vie intègre la pensée. Et je dirais même que la pensée intègre la vie. Il y a une relation dialectique entre les deux qui fait que lorsqu'on, comment dirais-je, complique, ou plus exactement développe sa pensée, on passe à un stade de vie plus élevé. C'est évident pour moi. Il n'y a pas de solution de continuité entre la pensée et la vie. La pensée abstraite peut-être, mais la pensée phénoménologique, telle qu'elle peut être conçue dans cette activité dont je parlais tout à l'heure, n'est pas du tout, encore une fois, une pensée abstraite. C'est une pensée extrêmement concrète, réellement extrêmement concrète, et qui est une pensée en même temps illuminative. Et c'est ce qu'on appelle la méditation transcendantale. La méditation transcendantale a été, bien entendu, comme toutes les nouveautés, elle a été saisie par un tas de charlatans. Et en Amérique, on vous vend de la méditation transcendantale, bien entendu. On vous la vend dans des écoles yogiques, n'est-ce pas, extrêmement confusionnistes, bien entendu. Toutes ces sectes s'emparent naturellement des choses les plus belles et les profanes, c'est évident. Mais ça, peu importe, ça ne touche pas au cœur de la vérité que contient en elle-même ce genre de méditation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par méditation transcendantale? Bien, je dois dire que, en ce qui me concerne, j'ai proposé un certain nombre de méthodes, de préceptes même, car il faut finalement s'appliquer quand même s'appuyer quand même sur des règles. J'appelais cela la structure absolue. J'ai essayé de dégager, à partir de la phénoménologie de Husserl, une génétique de la pensée. Et je suis arrivé, en effet, en prenant comme seul postulat l'interdépendance universelle, c'est-à-dire en faisant une rupture totale avec les méthodes de pensée logico-déductives acceptées jusqu'ici. J'ai essayé de montrer comment, dans des champs déterminés, dans des champs ouverts, pas clos, on pouvait procéder en effet à l'étude des polarités et de la dialectique, des relations dialectiques unissant ces polarités et provoquant leur transformation, leur mutation. Et j'ai eu la surprise de constater qu'en partant d'un problème déterminé, d'un champ déterminé, j'arrivais à des polarités, j'arrivais à des relations entre ces polarités qui étaient exactement celles du Viking. Je n'y peux rien. Le Viking me disait, vous avez 64 combinaisons possibles sur un problème déterminé. Je prenais un problème déterminé, j'arrivais à 64 mutations, à 64 relations. Cette rencontre n'est pas une rencontre fortuite. Il est bien évident que nous aboutissons ainsi, nous revenons par conséquent au début de notre entretien. Nous arrivons à éclairer du dedans, à la fin de l'Occident actuel, car nous sommes à notre fin, c'est évident,
les documents les plus anciens de l'humanité. Nous faisons une sorte de bouclage entre le moment actuel et le moment le plus ancien. Et nous arrivons à cette constatation que la méditation transcendantale, ce n'est pas en quelque sorte différent de la méthode du Viking. Alors c'est là que nous sommes obligés de penser que nous arrivons à une fin, effectivement, que nous arrivons à un bouclage où, comment dirais-je, la fin est un retour au commencement. Un retour au commencement par une voie extrêmement directe qui supprime d'un seul coup toutes les gloses depuis maintenant 2500 ans, depuis les présocratiques et même, je dirais, les prophètes juifs. Et que nous allons peut-être, alors ça je n'en suis encore pas sûr, mais en ce qui concerne le Viking, j'en suis sûr. En ce qui concerne la Kabbale juive, j'en suis moins sûr parce que là, les recherches que nous faisons, un petit groupe d'amis, sont beaucoup plus tâtonnantes, je dois le dire, beaucoup moins systématiques, parce que pour des tas de raisons, cette tradition est probablement plus difficile à saisir, n'est-ce pas? Elle a subi d'ailleurs des agressions. Le texte du Zohar est un texte plein d'interpolations, plein de redites, plein de choses surajoutées vraisemblablement, et que le texte du Sefer Yetzirah, c'est-à-dire le deuxième texte de la Kabbale, dans cette densité extraordinaire, est un texte qui défie jusqu'ici, et tout au moins d'une façon globale, l'interprétation. On a réussi à y pénétrer un peu dans certains coins, mais on ne peut pas dire qu'on l'a désocculté complètement. Le Viking, si. Le Viking, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes en présence quand même d'une mécanique, n'est-ce pas? Et que nous avons en fait réalisé ce que Leibniz a cherché à réaliser à la fin du XVIIe siècle, par une intuition extraordinaire à son époque, quand les jésuites qui revenaient de Chine lui ont apporté le Viking, alors que lui, de toute sa vie, avait cherché ce qu'il appelait la caractéristique universelle. Il a dit, mais elle est là, la caractéristique universelle. Il n'a pas été capable de le démontrer parce qu'il n'avait pas à l'époque les instruments spirituels ou philosophiques à sa disposition. Il avait les instruments scientifiques. Certains instruments scientifiques, c'était l'arithmétique binaire dont il a, par une sorte de génie extraordinaire, senti l'utilité dans ces domaines, mais il n'avait pas les instruments philosophiques, les instruments métaphysiques. Mais nous arrivons quand même à ce bouclage. Ce retour au commencement, c'est assez étonnant. C'est maintenant. Et ça, c'est la conséquence de la phénoménologie génétique, de la phénoménologie husserlienne. Ce n'est pas douteux. Je voudrais poser une question à M. Abellio. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire, pour expliquer cet impact extraordinaire du Viking, que c'est la seule philosophie codifiée jusqu'à présent qui soit entièrement basée sur les systèmes ouverts, qui ignore totalement les systèmes clos, et son secret est peut-être simplement là-dedans? Car le Viking ne connaît que le système ouvert et nie totalement l'intérêt et la possibilité des systèmes clos. D'ailleurs, on peut peut-être expliquer le fait qu'un peuple aussi génial dans le domaine de l'artisanat, du talent mécanique, du talent du génie, du maniement des choses, n'ait jamais essayé de déboucher vers des industries ou des systèmes de consommation sans considération de l'environnement, parce que ça leur paraissait totalement absurde dans l'esprit du Viking. Il est certain que la comparaison entre la pensée chinoise traditionnelle, enfin la pensée chinoise de toujours, et la pensée occidentale classique, nous entraînerait trop loin. Je me bornerai à donner quelques références, si vous voulez. On peut se reporter à un article tout à fait prophétique qui est apparu en 1965, sauf erreur, par le commandant Salentin, Xavier Salentin, commandant de marine, dans la revue de défense nationale, qui est intitulé « Comment expliquer les succès des savants chinois ». Et il est arrivé aux mêmes conclusions d'ailleurs que celles que m'a permis de tirer la structure absolue, par la considération des quaternité, de la dialectique, par conséquent de la double contradiction, qui est une pratique spécifiquement chinoise et que Mao Tse-tung d'ailleurs a érigé, on peut le dire, en méthode générale de dialectique, une sorte de discours. Cette méthode de la double contradiction s'oppose bien entendu à la méthode de la contradiction simple, qui est la méthode occidentale, telle que même elle a été perfectionnée par Hegel, si vous voulez, ancienne dialectique, est une dialectique linéaire, n'est-ce pas? Bien, il est certain qu'à ce point de vue-là, il y a aujourd'hui confrontation entre la pensée occidentale classique, avec notamment le principe d'identité, le principe de contradiction et le principe du tiers exclu, la logique classique de l'Occident, avec une logique chinoise qui est beaucoup plus souple, n'est-ce pas? Beaucoup plus souple, beaucoup moins tournée, bien entendu, vers l'efficacité technique, et encore, cela reste à démontrer aujourd'hui, puisque Salentin, pour le citer à nouveau, s'étonnait de constater à quel point les Chinois avaient, comment dirais-je, trompé les prévisions des Occidentaux, dans la mesure où ils avaient trouvé la bombe atomique par leurs propres moyens, 10 ans avant que les Occidentaux ne leur avaient promise, n'est-ce pas? Par conséquent,
ce problème, effectivement, de la comparaison de nos deux pensées, occidentales et chinoises, pose un des problèmes capitaux de la fin du siècle. Il est bien évident qu'il va y avoir là une symbiose, et que cette symbiose, nous ne pouvons l'affronter avec des chances de succès qu'en dépassant notre propre logique. Et par conséquent, là aussi, nous en arrivons à cette conception de la méditation transcendantale, qui est en fait, finalement, la formalisation du Viking. Nous sommes en avance sur les Chinois, à ce point de vue-là, dans la mesure même où le Viking est quelque chose de brut, qui n'est pas compris par eux, qui est pratiqué par eux, mais sans être formalisé, sans être, si vous voulez, mis en théorème rigoureux, n'est-ce pas, en théorème systématique. Mais cet effort de formalisation, nous l'avons fait, nous pouvons dire, nous sommes en train de le faire. C'est notre seule avance sur eux. Quelques minutes, vous êtes sévère, parce que c'est un problème tellement énorme que c'est le problème de l'engagement politique par rapport, enfin, dans ses rapports avec l'ésotérisme, c'est évidemment un problème colossal, vous comprenez, car il s'agit en fait de vous poser là le problème du sacerdoce, de l'institution spirituelle, des rapports de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel. On ne peut pas porter ça en 5 minutes, ça je m'y refuse, vous comprenez. J'ai des idées extrêmement précises sur la question, mais je vous avoue que si vous me demandez de les exposer en 3 minutes, ça va être une bouillie informe. Alors on le retient comme thème d'un prochain dialogue. Si vous voulez. Bien, en tout cas, attendez, je peux dire un mot sur le problème du langage, par contre, n'est-ce pas? Merci. Sur ce problème-là, il est évident que les structures linguistiques peuvent, effectivement, et je pense que là, on y arrivera très certainement, être dans une très large mesure rattachées à tous les problèmes de structuralisme absolu dont j'ai parlé. Il y a des articles, je ne suis pas un spécialiste du tout dans la linguistique structurale, ou des recherches linguistiques modernes, mais j'ai lu des articles de vulgarisation dans des revues scientifiques sérieuses qui me laissent penser effectivement qu'il n'y a pas d'hiatus entre les conceptions structuralistes en matière de langage et les conceptions de phénoménologie génétique tendant à la structure absolue. Maintenant, il y a une différence quand même fondamentale entre les conceptions ésotéristes en matière d'origine du langage et les conceptions de Saussure, par exemple. Il est bien évident que pour l'ésotérisme, il ne peut pas être question d'arbitraire du signe. Ça, c'est fondamental, n'est-ce pas? Non, je voudrais demander rapidement à M. Abellio, qui est donné comme type privilégié de méditation transcendantale, celle préconisée par Husserl, ce qu'il pense des autres types de méditation que l'on trouve dans le bouddhisme, dans le soufisme ou dans d'autres traditions. Je vous répondrai que je ne connais pas d'une façon très précise ou suffisamment claire, en tout cas, les formes de méditation bouddhique ou de méditation soufie. Je les connais. J'en ai une connaissance, si vous voulez, sommaire, extérieure, et je ne les ai pas pratiquées. Le peu, si, je peux dire, j'ai fait un essai de méditation bouddhique avec un bouddhiste à Lausanne une fois qui m'avait pris sous sa coupe. Je dois dire que nous y avons d'un commun accord renoncé. Pour des raisons extrêmement simples, sur lesquelles je ne peux pas insister, ce serait quand même trop long. J'ai l'impression que la méditation transcendantale, telle que je la conçois à partir de la structure absolue, c'est-à-dire en phénoménologie génétique, est un instrument entièrement nouveau, à ce point de vue-là, qui n'est pas du tout de même nature que la méditation zen ou la méditation soufie. Il y a là quand même une sorte de prolongement de la raison occidentale, du passage de la raison naturelle à la raison transcendantale que je ne trouve absolument pas dans les doctrines zen ou dans les doctrines islamiques. Et ceci, alors, c'est radical, je suis obligé de le constater. Je ne nie pas pour autant l'efficacité des méditations soufis ou des méditations zen. Je ne crois pas qu'elle soit réellement, historiquement, adaptée à l'exigence actuelle de la civilisation occidentale. Voilà ce que je pense. Oui, le mot « adapté à l'Occident » est un peu vague, n'est-ce pas? C'est une locution qui demanderait à être explicitée dans la mesure où même il faudrait définir ce qu'on appelle l'Occident. Quelle est la finalité actuelle de l'Occident? Quelle est la fonction actuelle de l'Occident? Déjà là-dessus, n'est-ce pas, des écoles vont s'affronter. Je ne peux proposer que ma conception personnelle. Je considère que l'Occident, c'est dans le monde actuel, le lieu biologiquement avancé, parce qu'il est justement celui qui exprime au maximum d'intensité la contradiction. Autant l'Orient me paraît mu par une sorte l'Orient traditionnel me paraît mu par une sorte de volonté d'unification, autant l'Occident me paraît être missionné dans un état donné de l'histoire pour activer les contradictions. À ce moment-là, la méditation zen, la méditation soufie, les autres méditations de type oriental, qui sont plutôt faites pour pacifier l'esprit, me paraissent inadéquates à l'Occident. J'entends l'Occident avancé, c'est-à-dire cette frange corrosive de l'Occident qui a pour mission de porter les contradictions à leur terme. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste en matière d'histoire, je constate un fait simplement. Or, pour moi, l'Occident, c'est l'endroit où la contradiction est d'abord définie et ensuite assumée, et au maximum de son intensité. Or, actuellement,
on ne peut assumer pleinement la contradiction que si on la pose dans les termes les plus clairs, et par conséquent, il faut faire appel à la raison. Et toute philosophie, n'est-ce pas, orientaliste, qui prétend étouffer la raison sous prétexte qu'elle a, au cours de 3 siècles de son âge classique, provoqué les dégâts que l'on sait, en oubliant, bien entendu, les brillantes réussites qu'elle a aussi fournies, me paraît une philosophie hors de propos. Il y a en ce moment-ci une sorte de sous-estimation ou de volonté de dépréciation de la raison occidentale qui personnellement me choque profondément. Et je ne crois pas qu'on puisse actuellement prétendre, comme l'a fait Guénon toute sa vie, que l'Occident ne pouvait rien donner sans l'aide de l'Orient. Ceci, c'est pour moi fondamental. Et à ce point de vue-là, la méditation transcendantale, qui est quelque chose de spécifiquement occidental, dont je ne vois rien d'équivalent dans aucune des civilisations anciennes, me paraît être au contraire l'instrument novateur qui permet à l'Occident avancé, je ne dis pas de guérir le monde, pas du tout. Il ne s'agit pas du tout de guérir le monde en ce moment. Si le monde n'est pas guérissable, entendons-nous bien quand même sur les perspectives historiques. À ce moment-là, par conséquent, si on admet cette perspective-là, qu'il ne s'agit pas de guérir le monde, mais qu'il s'agit de guérir l'homme, ou plus exactement de le sauver, de le porter hors de lui-même, de lui faire faire cette mutation dont nous parlions, selon moi, cet instrument ne peut être que cette méditation-là, qui est une méditation justement de transmutation, et qui, par le rôle de la pensée, agit sur les écorces inférieures, aussi bien sur l'âme que sur le corps. Il s'agit d'une méditation spirituelle, et l'esprit intègre l'âme et intègre le corps physique. Et à ce point de vue-là, par conséquent, il y a une véritable guérison spirituelle.